Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Bertrand Piccard, psychiatre et aéronaute suisse. Vous avez certainement entendu son nom l'année dernière. C'est lui qui a développé et fait un tour du monde avec l'avion solaire Solar Impulse. Bonjour Bertrand Piccard. Bonjour. Alors d'abord, est-ce qu'on peut dire que Solar Impulse c'est un peu un rêve devenu réalité ? Alors c'est un rêve qui était considéré comme complètement impossible par les spécialistes de faire voler un avion à l'énergie solaire jour et nuit et en plus autour du monde. Et c'est devenu une réalité. Ce qui montre bien à quel point c'est important de suivre ses rêves et de ne pas écouter ceux qui vous disent que c'est impossible. Et pourquoi ça vous tenait à cœur ce projet d'avion solaire ? Parce que je pense que le monde de l'exploration n'est plus là pour explorer des nouveaux continents, comme c'était le cas autrefois, parce que tout a été découvert géographiquement, mais que le monde de l'exploration est là maintenant pour montrer de nouvelles manières de faire et de penser, pour avoir une meilleure qualité de vie. Et il faut montrer les solutions technologiques, les technologies propres, les énergies renouvelables. On peut faire des choses incroyables avec ça. Et je me suis dit que pour les crédibiliser, il fallait faire quelque chose que tout le monde pensait être impossible, notamment un tour du monde en avion solaire. Alors vous détenez le record du monde de vol en solitaire. Vous êtes resté 5 jours et 5 nuits en vol, sans ravitaillement ni escale. Ça doit être une expérience hors du commun. Alors les 5 jours et 5 nuits, c'est mon collègue André Borschberg qui les a faites entre le Japon et Hawaï, parce qu'il n'y avait qu'un siège. Donc en fait, on se relayait en fonction des escales. Moi, j'ai volé, mon plus long vol, c'était 3 jours et 3 nuits entre New York et l'Espagne pour la première traversée de l'Atlantique à l'énergie solaire. Et c'est fantastique quand vous êtes dans un avion, sans bruit, sans carburant, sans pollution, en sachant que c'est juste le soleil que vous voyez devant vous qui vous donne l'énergie pour voler jour et nuit, pour recharger vos batteries pendant que vous volez, pour passer la nuit en l'air. C'est comme de la science-fiction et en même temps c'est le présent. Ce qui veut dire que quand vous atterrissez, vous vous demandez pourquoi le monde n'est pas plus propre, pourquoi le monde n'est pas plus innovant, parce que vous voyez que tout est possible. Puis quand vous atterrissez, vous dites ça y est, je retombe dans le passé, dans les énergies fossiles, dans la pollution, dans les changements climatiques. Vous avez un lien très fort et très ancien avec le monde du ciel, de l'exploration, puisque quand vous étiez petit, vous voyiez les fusées des missions Apollo décoller. Mais c'est vrai. D'abord, mon grand-père a fait le premier vol stratosphérique. C'est lui qui a inventé le principe même de la cabine pressurisée. Et puis ensuite, mon père a construit des sous-marins, notamment pour la société américaine qui fabriquait aussi le module lunaire pour la NASA. Donc, j'étais à Cap Kennedy comme enfant. J'ai vu partir 6 fusées Apollo. J'ai rencontré la plupart des astronautes américains, même Charles Lindbergh, Wernher von Braun, des gens qui m'ont donné le goût de l'aventure, le goût de l'exploration, le goût du dépassement de soi. Et c'est là que je me suis dit, j'ai envie d'être un explorateur dans ma vie. Parce qu'au début, vous aviez fait des études en psychiatrie. Alors, j'ai fait des études en psychiatrie, mais ça, c'était aussi pour comprendre comment explorer le monde intérieur. Essayer de comprendre ce qui rend l'épanouissement ou la dépression, ce qui amène le succès ou l'échec. Vous savez, dans notre monde, c'est très curieux de voir comment l'être humain fonctionne. Parce qu'en fait, mais nous, c'est un peu ce qu'on apprend tous à l'école. Hein. On a des connaissances, on apprend des certitudes, on devient prisonnier de notre manière de penser. Et ça nous empêche de nous adapter à la vie, ça nous empêche de prendre des nouvelles opportunités, des nouvelles directions. On est vraiment canalisé dans les certitudes au lieu de s'ouvrir au monde de l'inconnu, des doutes et des points d'interrogation qui pourraient stimuler au contraire notre créativité et notre capacité innovante. Alors vous avez lancé ici à Marrakech le comité international pour les énergies propres. Alors qu'est-ce que c'est ce comité ? Pourquoi avoir monté ce comité ? Alors en fait, ça s'appelle l'Alliance mondiale pour les technologies propres, parce que c'est au-delà des énergies propres. Parfois, on pense que toute la solution va venir de la production d'énergie renouvelable. Alors c'est fondamentalement important, mais ça doit être accompagné aussi de mesures d'efficience énergétique, de technologies qui permettent d'économiser sur l'énergie qu'on consomme. Il faut réaliser qu'aujourd'hui, la moitié des émissions de CO2 sont causées par des vieux systèmes démodés qu'on continue à utiliser. Des moteurs à combustion, des maisons mal isolées, des ampoules à incandescence, des chauffages archaïques, des systèmes de distribution d'énergie qui fonctionnent mal et qui ont des pertes. C'est ça qui produit le plus de CO2. Alors imaginez qu'on remplacerait ces vieux systèmes par des technologies propres, des ampoules LED, des voitures hybrides ou électriques, des maisons bien isolées, un réseau intelligent de distribution, le smart grid, des pompes à chaleur. Tout ça, c'est un marché mondial pour l'industrie. Ça crée des emplois, ça rapporte de l'argent, ça permet de développer l'économie et l'industrie et en même temps, ça protège l'environnement. En même temps, ça baisse les émissions de CO2.
Donc c'est fondamental qu'on comprenne que la protection de l'environnement aujourd'hui, elle n'est plus une menace pour notre qualité de vie, une menace pour notre portefeuille. Au contraire, c'est rentable et c'est comme ça que les pays vont se développer. Alors le Maroc l'a compris. La vision de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, est absolument fantastique. D'avoir 52% d'énergie renouvelable en 2030 et de travailler sur l'efficience énergétique du pays. C'est un exemple pour le monde entier. Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas encore compris qu'ils peuvent passer à l'action. Il y a beaucoup de pays qui font que de parler et qui n'agissent pas. Et alors comment cette alliance justement compte agir pour changer les choses? Notre but est de mettre en relation tous les acteurs du monde des technologies propres qui ont des solutions, que ce soit des petites start-up ou des grandes entreprises, des individus qui ont besoin de financement ou de reconnaissance, des institutions, des fondations, tous ceux qui ont des solutions qui peuvent réunir écologie et économie, qui peuvent donner des solutions qui sont rentables. Et on aura un groupe d'experts qui travailleront là-dessus pour valoriser, crédibiliser toutes ces solutions. Et ensuite, notre rôle sera d'amener ces solutions aux médias, au gouvernement, à ceux qui doivent prendre des décisions politiques pour atteindre les buts que se donne l'accord de Paris, que se donne l'accord de Marrakech, etc. Alors on a beaucoup dit que la COP22 serait celle de l'action, des solutions. Alors elle touche à sa fin. D'ailleurs quand l'entretien sera diffusé, elle sera terminée. Vous avez assisté quasiment à toute la COP22. Quel bilan pouvez-vous en tirer? Moi ce que je remarque c'est qu'il y a deux COP en une. Il y a la COP, et c'était comme ça déjà à Paris, mais ici c'est manifeste. Il y a la COP des négociateurs qui sont en fait payés pour négocier, un peu pour résister, pour garder le plus d'atouts possible dans leur jeu. Et puis vous avez la COP de la société civile, des entreprises, des ministres, de tous ceux qui savent que les solutions existent et qu'elles sont rentables. Et il faut essayer de pousser les négociateurs à être plus ambitieux dans les buts qui se donnent. Les buts ne doivent pas être politiques, les buts doivent être technologiques. Et le fait de parler des solutions qui sont rentables et crédibles, c'est un atout fantastique pour pouvoir aller dans la direction des buts recherchés. Vous avez l'impression d'une vraie mobilisation de la société civile pour cette COP22? Je n'ai jamais vu une telle mobilisation de la société civile et des entreprises. Et même des institutions comme la Commission européenne qui viennent prouver, chiffres à l'appui, que maintenant, si on veut de la croissance peut être propre, elle se fera avec les nouvelles technologies, les nouvelles énergies. Ce n'est pas avec les vieux systèmes polluants que ça se fera. Et dans les pays en voie de développement, puisque le Maroc a voulu aussi que ce soit une COP de l'Afrique, c'est manifeste. Il y a énormément de solutions pour permettre aux pays les plus pauvres de se développer de manière harmonieuse, de manière propre, d'améliorer leur qualité de vie, d'améliorer l'accès à l'éducation et à la santé grâce à des technologies propres. L'éclairage, des microgrids pour avoir de l'énergie solaire désalinisant l'eau ou purifiant l'eau ou transportant l'eau, des nouveaux systèmes pour des véhicules moins polluants, des fours solaires pour éviter de déboiser. Vous avez tout ce qu'il faut aujourd'hui pour que les pays les plus pauvres se développent harmonieusement et que leur développement ne soit pas pénalisant pour l'atmosphère et pour les changements climatiques. Bertrand Piccard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes une excellente suite des programmes sur Média TV.